Vous voyez que le titre que le professeur Fantoni proposait, et on peut s'y arrêter 30 secondes, panorama juridique du dispositif pénibilité, bon ça mange pas de pain. Ce qui est plus intéressant, c'est la phrase suivante, un tournant manqué pour la prévention. Et plus j'avance, plus j'en suis persuadé. Il y a 3 ans, quand j'avais dit à M. Sapin que son compte C3P, c'était de la réparation plutôt que de la prévention, il m'avait dit non, M. Frima, ça sera de la prévention. Et quand je vois effectivement les décisions que le gouvernement prend, que je peux comprendre, on y reviendra, je suis désolé, on fait surtout, comme l'a dit Gérard Lasfargue ce matin, on fait surtout un système de compensation et pas vraiment un système de prévention. Et juste pour démarrer, ceci renforce le rôle des services de santé dans cette problématique, effectivement, de gestion des aspects spécifiques de traçabilité et de notion d'exposition au risque. Parce que manifestement, on s'aperçoit que tous les dispositifs que l'on essaye de mettre en place sont torpillés petit à petit et le politique n'a pas forcément les moyens, le courage. Notre société, parce que là il faut aller jusqu'au bout, n'a pas forcément la possibilité ou le courage de dire il faudrait que. Et pour nous, en tant que service de santé, et là, ça sera juste l'élément que je donnerai par rapport au rapport qui a été fait, on voit bien que le renforcement, effectivement, de l'équipe pluri peut, effectivement, être un moyen de renforcer ce dispositif. Alors, j'ai appuyé, ça n'a pas cassé. Ce dispositif, entre guillemets, pénibilité, je ne vais pas rappeler tout ce qui a été dit ce matin, effectivement, comme le disait Serge Volkov, VGE avait déjà mis quelque chose en place suite à la loi de 76 sur les accidents de travail, mais pour les plus anciens d'entre nous, il faut savoir que certaines conventions collectives permettaient effectivement aux salariés de 60 ans de bénéficier d'aménagement de poste, etc., etc. Et donc, l'ensemble du dispositif appelé maintenant pénibilité est effectivement le retour des choses entre l'égalité de traitement de l'ensemble des citoyens, le fait qu'un certain nombre d'entre nous soient exposés à des professions plus rudes et donc bénéficient, au terme de la solidarité nationale, d'un dispositif Y ou Z. Le législateur, avec ses hauts et ses bas, a inventé un système dès 2008, et puis corrigé 2010, et puis corrigé 2014, et qui va être corrigé 2015, et peut-être en 2017, quand nous aurons pris un autre président, quelle que soit la couleur de ce président. Le législateur, j'allais dire, en 2008 et 2010, avait prévu 2 dispositions, un volet prévention, un volet compensation. Et le professeur Fantoni souhaitait insister sur ce volet prévention. On insistera donc sur ce volet. Et vous allez voir qu'il s'est réduit à une peau de chagrin. Je vous dirai toutes les diapositives que j'aurais dû supprimer au fur et à mesure des dispositifs réglementaires, sachant que ce qui va rester dans l'état actuel du dossier, c'est effectivement cette compensation. La définition, vous l'avez vu ce matin, on va aller vite. C'est vrai, c'est une définition sociale, rien à voir avec une définition physiologique, rien à voir avec une réflexion médicale. On est dans l'accord au niveau des partenaires sociaux, un consensus, le politique propose que la pénibilité soit caractérisée, vous le voyez, par des conditions cumulatives, une exposition à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel susceptibles, comme l'a dit Serge ce matin, de laisser des traces durables, et ces facteurs sont déterminés par décret. Ce qui montre bien, si vous voulez, que le dispositif loi pénibilité peut être modifié par décret régulièrement en fonction de haut et de bas, puisque vous savez que les décrets, c'est l'ensemble du dispositif ministériel qui peut le mettre en place en lien avec les différentes instances. En 2014, nouveau correctif et nouvelle modification du dispositif, et c'est ce que Serge soulignait, où l'on dit simplement que pour respecter, entre guillemets, ces facteurs de pénibilité, on invente une notion de seuil, avec cette notion, effectivement, d'avoir cette approche d'application, à partir d'au-delà de seuil, des mesures de protection collective et individuelle. Et c'est là où on sent, effectivement, j'allais dire, le poids de l'employeur, qui souhaite effectivement avoir une norme, et le risque, en tant que préventeur, c'est que la norme devienne, effectivement, sur quoi on travaille. Alors qu'on a bien expliqué ce matin que, j'allais dire, au-dessus du seuil, c'est sûr que c'est
problématique, mais en dessous du seuil, on sait tous, en tant qu'acteurs de l'équipe Pluri, que c'est tout aussi problématique. Et qu'en aucun cas, ces seuils ne doivent devenir des paramètres de gestion des services de santé. Car je vais être clair, mais c'est repris dans une autre diapo, par rapport à une question qui a été sous-tendue ce matin. L'employeur qui respectera les seuils, c'est pas avec ça qu'il va respecter son obligation de sécurité de résultat. Il faut être très clair là-dessus. J'allais dire, la problématique pénibilité n'est qu'un paramètre, effectivement, du dispositif. Deux parties, prévention, compensation. Une grosse partie et une petite partie. Prévention de la pénibilité, vous voyez, 3 points. Les obligations de l'employeur, on va y insister. Les nouvelles missions du CHSCT. Et puis, je voudrais surtout passer un petit peu de temps sur comment, nous, services de santé, on va essayer d'intégrer tous ces dispositifs. Pour l'employeur, un message fort du professeur Fantoni, c'est qu'il faut que vous compreniez bien que la place du mot pénibilité dans le dispositif législatif est, dans l'article qu'elle a cité, le L4121-1, c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est que ce concept d'obligation concernant la pénibilité est mis au même niveau que l'obligation générale de prévention. Donc, c'est au même niveau que les principes généraux de prévention qui découlent de la directive 89. Donc, c'est au même niveau que la problématique d'obligation de sécurité de résultat. Donc, derrière, ce n'est pas parce qu'il y aura un seuil que l'employeur aura rempli son obligation. Vous inquiétez pas, la Cour de cassation va rattraper très vite le dispositif si l'employeur ne met pas en place la dynamique, le dispositif. Et donc derrière, et vous voyez la dernière phrase en bas de la diapo, le problème pour cette problématique spécifique de la pénibilité, ça va être un des aspects particuliers qui est l'obligation d'évaluation, qui existait déjà dans le document unique, mais là qui va être, en tant qu'employeur, je vais devoir repérer mes facteurs de pénibilité. Et par rapport à la crainte de Gérard Lasfargue de ce matin qui était inquiet que ces facteurs de pénibilité soient mélangés avec le document unique, peut-être. L'intérêt pour nous, c'est que si c'est marqué dans le DU, nous, il faut qu'on l'ait dans nos services de santé et dans nos DMST. Ça serait aberrant que dans nos dossiers médicaux, alors que l'employeur a dit « je suis exposé au bruit », il n'y a rien dans le dossier médical. Là, c'est nous qui sommes en tort. Par contre, effectivement, si l'employeur dit qu'il y a du bruit, c'est effectivement dans le cadre du DU, il est plus ou moins au-dessus du seuil, mais il ne met pas en face quelque chose, eh bien, je suis persuadé que les juges le rattraperont en termes d'obligation de sécurité de résultat. Toujours dans le même dispositif, il existe effectivement ce concept mis en place lors de la loi de 2010 de la fiche individuelle de prévention de la pénibilité. Au départ, c'était une fiche de prévention des expositions, la FPE. Tous les employeurs y étaient soumis, quel que soit l'effectif, quelle que soit l'importance des travailleurs qui étaient exposés. Et cette fiche était concernée, effectivement, toutes les contraintes physiques dont on avait parlé, au-delà d'un certain seuil, et vous lisez la dernière phrase, après application des mesures pour protection collective et individuelle. En clair, je suis exposé au bruit, on m'a donné des oreilles moulées, donc, en mesurant avec l'oreille moulée, je suis en dessous de 70 dB, donc je ne suis pas exposé au bruit. C'est ça que ça veut dire, derrière. Hein? Alors que pour nous, médecins, j'allais dire, le simple fait de porter des oreilles moulées fait que le salarié est exposé, et que. Bon. Donc, les textes de 2010 et 2014 avaient prévu cette mise en place de fiches individuelles, avec effectivement un contenu où, dans cette fiche, l'employeur devait individuellement, et c'est ça qui a fait achoper le système, devait mettre en place les conditions de pénibilité, la période durant laquelle cette exposition avait été faite et les mesures de prévention qui avaient été mises en place. Et donc ce dispositif, effectivement, devait à la fois s'appuyer, et ça restera, si la fiche individuelle disparaît, puisque c'est ce que le Premier ministre a dit. La question que je me pose, d'après mes services de renseignement, c'est qu'elle ne va pas disparaître forcément pour tous les facteurs. Parce que travail de nuit ou travail posté, il n'y a pas besoin de normes, là. J'allais dire, il y aura des chiffres.
Alors qu'effectivement, il faut bien reconnaître, quand je lisais la diapositive ce matin de Gérard sur les postures, il faut avoir une caméra et puis filmer le salarié en permanence pour être sûr qu'il a dépassé le quart d'heure, etc., si vous voulez. Bon. Donc derrière, et ça c'est un élément important pour l'employeur, c'est qu'il va garder cette obligation liée à la loi pénibilité, cette phase initiale de diagnostic pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et ça sera préalable, alors forcément, avant toute fiche, qui n'existera plus, sans doute, ou avant toute démarche de prévention. Donc en clair, à moins qu'ils changent toute la loi pénibilité, mais ce n'est pas ce qui est prévu pour l'instant, ils ne suppriment que la fiche individuelle d'exposition, mais j'attends encore les textes. Cette obligation, entre guillemets, de diagnostic, qui à la limite aurait dû être faite dans le cadre du DU. Mais là, c'est une phase initiale plus précise. Est-ce que dans le cadre du DU, il y a du bruit? OK. Mais dans le bruit, il y a combien de salariés qui sont au-dessus de ce fameux seuil? Et qu'est-ce que vous avez mis en place? Et ça, l'employeur, je pense, restera obligataire par rapport à cette notion. Et effectivement, certaines propositions de l'Assemblée ont été de dire que ces notions devraient être dans le DU. Pourquoi pas? Ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit, j'allais dire, noyé dans le dispositif, et il faudra effectivement que ce soit accessible pour nous, médecins. Et donc, effectivement, était prévue cette notion d'une annexe au document unique, où les données collectives utiles à cette évaluation du risque étaient collectées et qui permettaient ultérieurement de faire ces fameuses fiches de prévention des expositions individuelles en retenant ces fameux seuils. Vous avez bien compris que autant cette partie d'évaluation initiale, je pense, va rester, autant ces notions de fiches individuelles d'exposition risquent d'être supprimées. Alors, on va se retrouver dans des situations un peu kafkaïennes, dans le sens que si vous regardez, quand ces textes sont sortis, et en particulier, on était en 2012-2014, en tant que médecin ou acteur de l'équipe Pluri, vous arrachiez les cheveux de toutes les couleurs, blancs éventuels, pour savoir s'il fallait encore faire la fiche amiante, et faire la fiche agent chimique, et la fiche, et la fiche, et la fiche. Bon. Et c'est vrai que quand on regarde effectivement cette diapo, on dit bien que cette fiche est établie en fonction de l'évaluation du risque, OK, et que ça se télescopait avec un certain nombre de fiches que l'employeur devait faire de par les anciens textes. Donc il y avait un cumul. Quand il y a un cumul, le législateur il a une décision simple, parfois. Il prend un décret qui dit qu'on supprime. Donc il a supprimé effectivement, en février 2012, un certain nombre d'obligations d'attestation d'exposition. Et logiquement, dans l'état actuel d'aujourd'hui, devraient exister les fiches d'exposition pour les 4 facteurs individuels qui ont été mis sur le marché, et il reste, dernier alinéa, de curiosité française, on garde les aspects particuliers concernant la problématique de l'amiante, du milieu hyperbare et des rayonnements ionisants et optiques artificiels. Bon. Derrière, c'est des notions européennes qui obligent la France à garder un certain nombre de dispositifs. Parce que sinon, c'est vrai que ça aurait été plus facile de tout simplifier. Le problème, question qui tue, mais ça, j'ai pas la réponse. Si on supprime les fiches d'exposition, est-ce qu'on remet celle-là en place? Il faudra un autre décret. Donc derrière, si vous voulez, c'est Dallas. Nous sommes partis effectivement pour un feuilleton régulier et je pense que les organisateurs du prochain congrès peuvent prévoir un thème supplémentaire sur la problématique de la pénibilité. Donc derrière, pourtant, cette notion de fiche individuelle, elle avait un intérêt. Elle avait un intérêt parce que l'objectif, effectivement, c'était de communiquer avec, la CARSAT, pour l'histoire de la compensation, et 2, cette fiche devait nous être transmise via le service de santé pour les mettre dans le dossier médical. Ces fiches disparaissant, on nous dit
que la transmission se fera de manière collective par l'employeur via la CARSAT, un peu comme les URSSAF avec la DADS. Bon, ok, mais seulement dans ce cas-là, j'allais dire, on est dans un échange employeur-CARSAT pour faire une machine à sous, entre guillemets, de trimestre, mais l'information en tant que telle, j'allais dire, on n'en sera plus destinataire, si ce n'est que par l'intermédiaire du document unique et des éléments complémentaires que l'employeur devra faire à l'intérieur de ce document unique. Là encore, attendons les textes, parce que je ne peux pas aller plus loin, je ne sais pas exactement ce qui est prévu. L'idée de la fiche individuelle, personnellement, je trouvais ça intéressant, parce que ça permettait de défendre les droits du salarié. Quand je prends ma casquette de C2RMP, ça aurait été très facile dans 20 ans de dire « bah oui, j'ai une attestation comme quoi il a bien travaillé dans le bâtiment, qu'il a bien découpé de la du fibro, enfin, je dis n'importe quoi, etc., etc. » Alors que maintenant, quand je vois effectivement des plaques pleurales, voire un méso chez un salarié du bâtiment, la réponse je suis méchant, de la CARSAT ou de l'inspection du travail, c'est de me dire « l'entreprise n'existe plus, il n'y a pas de témoin ». Et Tartampion, juridiquement, il ne peut pas passer en maladie professionnelle. Bon. Donc là, on voit bien, si vous voulez, l'importance de notre futur rôle de service de santé, de stocker l'info. Stocker l'info en termes d'exposition, sachant que pour les présidents qui sont dans la salle, s'il y en a quelques-uns, vous savez que ça va devenir une responsabilité des services de santé et donc de responsabilité des présidents. Et donc, derrière cette fiche, c'était bien la propriété de l'employeur au départ qui la transmettait aux salariés et il y avait bien une confidentialité. Ces documents n'étaient pas transmis au CHSCT et on était bien dans la notion de droit pour le salarié, droit opposable, il avait le droit de dire qu'il n'était pas d'accord, etc., etc. Comment ça se passera sur le plan de la déclaration collective ? Je suis une entreprise de 50 salariés, je considère qu'il y en a 25 qui sont dans le bruit, jusqu'où ça commence, jusqu'où ça s'arrête, point d'interrogation dans l'état actuel des choses, on ne sait pas, on nous dit simplement qu'on va avoir une approche métier. C'est le principe, en particulier dans le BTP, quand je vois tout ce que le groupement a fait, que ce soit dans le FAST, le FAN, etc., l'approche métier, on l'a déjà. On pourrait déjà plus ou moins dire qu'elle est à pénibilité un peu beaucoup passionnément de certains métiers. Bon. Mais derrière, c'est pourquoi faire. Et puis derrière, c'est quelle incitation en termes de prévention? Parce que moi qui suis une entreprise, de toute façon, je payerai 2 points de pénibilité. De toute façon, que je fasse quelque chose ou que je fasse rien, je serai toujours 2 points. Et l'entreprise qui va vers quelque chose, à la limite, elle sera toujours à 2 points parce que c'est des carleurs qui sont à 2 points. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va devoir se mettre en place. Alors, la DGT nous dit qu'elle va devoir agréer ces accords de branche, qu'elle va pouvoir mettre son nez dans les dispositifs. Bon, j'attends. L'évolution, j'allais dire, je pense qu'on est effectivement parti pour quelque chose de peut-être de surprenant. Donc, derrière cette problématique d'actualisation, c'était effectivement de prévoir ces fiches. Et puis ce qui faisait peur aux employeurs, et je peux le comprendre, c'est que la loi avait prévu une sanction. Là, l'employeur, s'il remplit son obligation collective, sera dégrévé de cette sanction. Donc toutes ces diapositives que je viens de vous faire, là, il y en avait 10 sur la fiche, vous faites un flou, vous dites que c'était une bonne idée, un peu compliqué à mettre en place, parce que moi je rejoins Gérard, je pense que c'était faisable. Mais comme d'habitude, on n'a peut-être pas trouvé les bons mots, etc., etc. Et on a peut-être mis la barre un peu trop haut. Pourquoi 10 facteurs, on aurait pu en prendre que 3, etc., etc. On aurait peut-être pu trouver d'autres solutions pour inciter aux entreprises que de payer de la retraite. On aurait pu parler plutôt sur de la défiscalisation de choses, etc., etc. Ça n'a pas été fait. C'est un choix qui a été fait par les élus. Derrière, il faut effectivement assumer. Donc c'est vrai que face à ça, face à cette action individuel, l'employeur, il a aussi, de par la loi pénibilité, donc vous vous souvenez que dans l'individuel, il va devoir faire cette démarche, entre guillemets, d'évaluation, d'identification des facteurs de risque de pénibilité, il a, deuxième partie, de cette obligation de prévention collective.
dans le cadre de cette obligation de prévention collective, et pour l'instant, ça n'a pas été modifié par, j'allais dire, les différentes réactions des politiques et du gouvernement, c'est le fait que les entreprises vont devoir mettre en place, mobiliser l'ensemble des acteurs de prévention pour faire une véritable politique de prévention dans l'entreprise. Et donc d'avoir une négociation dans l'entreprise d'un accord. Et la loi prévoit que ce sont les entreprises de plus de 50 salariés à partir du moment où il y a 25% de travailleurs concernés par le risque pénibilité. Bon. Donc ça existe toujours. Seuil 50, 25% des salariés. Question. Première notion, c'est effectivement, si on veut savoir si on est exposé, il faut qu'en effet, on revient au point de départ, j'allais dire, de mon début d'introduction, c'est mon diagnostic. Est-ce que j'ai des risques professionnels? Est-ce que j'ai des risques professionnels qui tombent dans la problématique pénibilité? Est-ce que mes risques professionnels atteignent ou n'atteignent pas le seuil? Et blablabli, et blablabla. Et à partir de là, on va devoir effectivement calculer ces fameux 25%, sachant que tout ce que je viens de dire, je l'avais dit il y a 5 minutes, est normalement consigné dans le document unique. Et logiquement, sera remis en machine tous les ans dans le cadre de la révision du DU. Bon, là, à la limite, ça peut se concevoir. Deuxième question, c'est comment on identifie les 25% de salariés exposés. Parce qu'on voit bien qu'on passe à la fois par une identification de la nuisance et une identification du poste, une identification du geste, une identification des moyens de prévention. Si on veut savoir si oui ou non on est au-dessus ou en dessous de ce fameux seuil. Bon. Et ça, logiquement, c'est l'employeur qui doit le faire. J'allais dire, nous, en tant que service de santé, ça allait dire, on est là pour gérer les conséquences santé de la nuisance, mais on n'est pas forcément là pour vérifier que Tartampion, il est un peu beaucoup passionnément au-dessus du seuil. Donc, derrière, il y a effectivement cette notion à la fois d'identifier, de repérer, sachant qu'on peut utiliser pour l'employeur à la fois son document unique, la fiche d'entreprise que nous aurons fait, et les fameuses fiches d'exposition qui n'existeront pas. Et logiquement, pour terminer cette partie-là, logiquement, et Gérard l'a présenté ce matin, les temps de négociation doivent obligatoirement porter sur un certain nombre de thèmes obligatoires dans l'entreprise pour arriver à fixer un certain nombre d'objectifs chiffrés et d'indicateurs. Là, wait and see. Parce que je pense que c'est peut-être aussi compliqué que les fiches d'exposition. Et derrière, logiquement, les directs devraient aller vérifier la réalité de ces objectifs chiffrés et ces indicateurs. Et on devrait connaître, entre guillemets, les différents éléments qui seront, j'allais dire, communiqués aux institutions représentatives du personnel, que, en tant que service de santé, on pourrait avoir, et quelles sont les modalités de suivi, et blablabli, et blablabla. Là, je sais qu'il y a des négociations qui ont été faites dans certaines entreprises, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises de 50 salariés qui n'ont pas commencé. Et puis après, la question qui tue. Qu'est-ce qu'on fait avec les entreprises de moins de 50 salariés? Parce qu'elles n'ont pas de négociation collective, on est d'accord. Mais ça n'enlève en rien leur obligation individuelle. Et donc derrière, elles ne sont pas tenues à réaliser un accord, ok, mais elles doivent quand même faire, j'allais dire, la liste des postes, l'éventuelle liste des salariés exposés, la fiche individuelle risque de sauter, effectivement, et d'envoyer donc directement, collectivement à la CARSAT, comme je le disais tout à l'heure, et d'avoir, de la même manière, informé les DP qui, j'allais dire, interviendront dans des entreprises de moins de 50. Donc, en clair, comme dit le professeur Fantoni, il n'y a pas d'obligation de négociation collective, mais elles sont soumises aux mêmes obligations avec le formalisme en moins. Donc, premièrement, une action individuelle qui a été beaucoup tronquée, reste quand même l'obligation d'identification. Deuxièmement, la problématique de prévention collective, avec effectivement l'action spécifique envers les CHSCT et cette problématique de négociation.
Sachant qu'on voit bien, effectivement, l'importance de savoir identifier ces facteurs de risque pour l'employeur et de savoir les déterminer. Parce que la philosophie, au départ, c'était bien de dire aux entreprises « investissez dans la prévention », les salariés qui sont exposés à un facteur de pénibilité, ben, s'ils sont en dessous du seuil, ils ne sont plus soumis à. Voilà. Facile à dire avec un indicateur mathématique. Si vous demandez à un directeur d'hôpital de faire fonctionner l'hôpital que de 9h du matin à 18h, c'est faisable. Mais ça ne s'appelle plus un hôpital. Donc derrière, on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours faisables. Deuxième partie, et avant de terminer sur le rôle du service de santé, là je vais être assez rapide, le professeur Fantoni insistait beaucoup sur le fait que la loi prévoit donc une nouvelle mission au CHSCT. Dans le cadre de la révision de la loi de 2014, donc il y a eu un article qui a été modifié et qui précise qu'il y a une mission supplémentaire qui a été ajoutée au comité d'hygiène et de sécurité où l'on indique, si vous voulez, qu'il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire analyser, parce que ça veut dire que forcément derrière, pour qu'il y arrive, il faut que le CHSCT ait les infos de l'employeur. C'est quoi mes facteurs? C'est quoi mes salariés exposés? Et puis c'est les fameux indicateurs dont je viens de vous parler. Donc derrière, c'est en ayant tous ces éléments-là qu'il va faire l'analyse. Et en rouge, le professeur Fantoni a bien souligné, attention, l'analyse, ce n'est pas le diagnostic des situations de pénibilité. Le diagnostic, c'est bien de la responsabilité de l'employeur. Donc on se retrouve effectivement avec une obligation d'employeur, je choisis mes facteurs de pénibilité, j'ai mes seuils et blablabli et blablabla, et puis j'aurai mes envois collectifs à la CARSAT, et je négocie si je suis dans une plus de 50, et si j'ai plus de 50, j'ai une obligation d'information du CHS en termes d'analyser. Analyser voulant dire pouvoir discuter sur les tenants et les aboutissants mis en place. Dernier point, et j'aurais bien respecté mon temps, et c'est celui sur lequel je veux insister le plus, c'est en quoi tout ce dispositif pénibilité qui se met ou qui ne se mettra pas en place, il y aura des choses, en quoi ça doit impacter nos évolutions dans les services de santé et qu'est-ce qu'il nous faut mettre en place pour pouvoir répondre à nos obligations réglementaires. Je vous rappelle que depuis la loi de 2011, les services de santé ont des missions. La loi de 2014 a modifié l'article L4622-2 en rajoutant le mot pénibilité, vous le voyez, sur 3 des 4 missions des services de santé. Donc ne me faites pas dire que vous ne le savez pas. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Donc, premièrement, conseiller les employeurs et travailleurs, blablabla, de prévenir ou réduire la pénibilité. Troisièmement, assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction, blablabla, de la pénibilité au travail. Et quatrièmement, ça c'est celui qui existait déjà et qui a été repris dans la loi pénibilité, participe au suivi et contribue à la traçabilité des expositions professionnelles. Donc on voit bien, si vous voulez, que dans cet article 4622-2, on demande aux services de santé de mettre en place les dispositifs suffisants et nécessaires, à la fois effectivement pour stocker et avoir la traçabilité des expositions, mais en même temps conseiller l'employeur, les travailleurs, etc., ou mettre en place des suivis de santé tenant compte de cette pénibilité. Et vous savez très bien qu'une des propositions du rapport qui vient d'être mis, qui est fait, c'est bien d'arriver à ce que ce soit bien le médecin et son équipe pluri qui prescrivent le tempo du suivi de santé, plutôt qu'une norme qui nous dit qu'il faut faire une visite tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, etc., etc. Parce que le grand changement, il est là. La date butoir d'une visite tous les 5 ans, c'est parce qu'on ne peut pas, j'allais dire, aller trop loin dans le dispositif, mais l'enjeu pour les services, et pour chacun d'entre nous, ça va être qu'est-ce qu'on fait pendant ces 5 ans? Qu'est-ce qu'on met en place comme suivi? Et c'est nous, équipe santé, qui aurons
si tout va bien, parce que je me méfie, cette possibilité de faire les choix en dehors de certaines situations de sécurité. On pourra en reparler à la pause pour ceux qui le souhaitent. Cette notion, si vous voulez, de renforcement des exigences réglementaires pour les services, ça va effectivement passer par ce renforcement d'un suivi médical des travailleurs exposés à des facteurs de pénibilité. Et dans cette notion, forcément, on peut répondre à la demande de l'employeur. Mais encore une fois, et là je rejoins tout à fait le positionnement de certains représentants des médicaux syndiqués, le service de santé, il n'est pas là pour faire à la place de l'employeur. Il est là pour aider. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, dans une action auprès des moins de 10, on a aidé, effectivement, j'allais dire, avec l'aide de la fiche d'entreprise, aider les petits employeurs à réaliser leur document unique. Et à partir de là, ils pourront effectivement déterminer s'ils ont ou non des problématiques de pénibilité. Mais on n'est pas là pour faire à la place d'eux. Et là, il faut être vigilant. Par contre, il faut se donner les moyens, et vous le savez, depuis la loi, enfin les dispositifs réglementaires de juillet 2012, vous savez que pour tout ce qui touche à cette problématique de conseil, le décret précise que c'est bien l'équipe pluridisciplinaire qui est conseillée de l'entreprise. Donc derrière, l'élaboration de la fiche d'entreprise peut être faite avec l'ensemble de l'équipe et arriver effectivement à des dispositifs précis. L'autre élément qui est important, alors pour ceux qui sont venus à Lille au congrès il y a 2 ans, c'est l'année dernière, je vais trop vite, il y avait effectivement un temps de travail bien spécifique sur ce problème de dossier médical santé-travail. C'est vrai que tout ce dispositif, et quand je vois effectivement que le dispositif individuel qui avait été prévu risque de disparaître, on voit bien qu'il va y avoir sans doute un renforcement de cette notion de conserver au sein des services de santé-travail à la fois le dossier médical santé-travail, mais je le dis aussi assez régulièrement quand on m'invite dans différentes interventions, pour moi il faut aussi des dossiers d'entreprise dans les services de santé. Dossiers d'entreprise dans lesquels on va stocker, entre guillemets, tous les échanges, tous les CHSCT, tous les documents YZWK que vous pouvez avoir sur les process de fabrication et ainsi de suite, de façon à avoir cette traçabilité. Alors c'est vrai que le dossier médical santé-travail, il est géré par le médecin du travail, avec un contenu que vous avez déjà lu, donc je ne vais pas effectivement m'étendre là-dessus pour respecter le timing, et bien entendu, il est soumis au secret médical, et c'est bien un des points particuliers importants pour nous médecins, dans le cadre du code pénal, de respecter effectivement cette problématique de dossier médical. La communication, vous le savez, elle peut, effectivement, cette communication de ce dossier médical peut être faite auprès, effectivement, du salarié et à sa demande, en fonction de dispositifs particuliers. Vous savez aussi, je ne vais pas me répéter, tout n'est pas transmissible dans le dossier médical, et vous avez effectivement la possibilité, selon les dispositifs réglementaires via la loi Kouchner, de transférer, j'allais dire, des éléments du dossier aux ayants droit, et ainsi de suite. Là, il n'y a pas de changement particulier. Donc, derrière, c'est vrai qu'il y a un meilleur suivi des expositions, sachant que le DMST existait déjà, et l'article 46-24, si je l'ai bien tiré d'eux, ne fait qu'élargir, entre guillemets, cette obligation de traçabilité. Pour terminer, c'est le deuxième volet. Dites le volet de compensation. Je vais y passer en 3 minutes. Et curieusement, c'est de celui-là dont on parle tout le temps. Quand on parle pénibilité, on parle « je gagne 2 ans de retraite ». Et les médias, il n'y a que ça. Parler de tout ce qu'on vient de raconter pendant 28 minutes, peut-être si on parle un peu de la fiche d'exposition en disant que c'est une usine à gaz, comme avait dit le président du MEDEF. La compensation. La compensation, effectivement, elle a été prévue parce qu'il est prévu que ces personnes, dans le cadre de la solidarité nationale, puissent avoir une compensation. Donc c'est la CARSAT qui va le gérer. Il y a des points, je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Et ces points, c'est vrai, il faut le reconnaître à M. Sapin, ils vont pouvoir être utilisés pour une action de formation, et ça c'est peut-être intéressant pour nous, équipe santé, la deuxième ligne, la réduction du temps de travail.
Parce qu'on peut peut-être, effectivement, avec ces points, arriver ou avoir des aménagements de temps de travail, etc. Et puis, bien entendu, la retraite anticipée. Alors, sachant que, Serge l'a dit ce matin, par rapport à des questions qui étaient de dire « ils vont pas y arriver, ils vont pas y arriver ». Peut-être pour les salariés qui ont déjà 55 ans pour arriver effectivement à leurs 100 points. Mais tous les salariés de 35 à l'heure actuelle, ils auront leurs 100 points. Puisque vous voyez bien que c'est 100 points maximum au cours de la carrière. Et même la question qui tue que j'avais posée en disant « mais si je consomme mes 20 points de formation, est-ce que je peux me refaire un petit coup de 20 points de formation ?» Pour l'instant, non, c'est 100 points. Bon, donc vous voyez que ça va être vite atteint. Et donc c'est vrai que le dispositif, vous le voyez, contrat en un an, 4 points, etc., etc. Et les 20 premiers points sont obligatoirement mis à la formation. Et l'utilisation des points, ben, vous avez les quotas. Vous voyez, 1 point, 25 heures de formation, 10 points, un mi-temps pendant 3 ans, etc., etc. Bon, ok, c'est un dispositif que nos élus ont mis en place, qui va se mettre en place de toute façon, un peu en retard, vous l'avez bien compris, en 2017, mais dès 2016 pour les 4 facteurs actuels. Et c'est vrai que de réduire ce compte C3P, comme on l'appelle, à une réduction de peine de 2 ans de retraite, c'est peut-être un peu caricatural. C'est vrai que pour certaines professions, ben on est en train de reprendre ce qui existait dans des conventions collectives en 1970. Moi, je me souviens, quand j'étais tout jeune interne, Monsieur Delépine, qui était un médecin important à Saint-Gobain, me disait « mais tu sais, Frima, c'est pas compliqué. Ici, les gens qui ont plus de 58 ans, ils passent automatiquement à 8 ans, et à 60, ils passent comme ci et comme ça, parce que c'était prévu dans leur convention collective. » Donc, de manière conclusive, vous avez effectivement dans ce dossier de synthèse le fait effectivement que pour l'obligation générale de prévention pour l'employeur, ben, cette obligation préalable, elle existera toujours. Les fiches, ben, on fait un trait dessus parce que je pense que ça va disparaître. L'obligation de négociation collective, très vraisemblablement, ça restera pour les entreprises de 50 salariés. Le rôle du CHS, il n'y a pas raison que ça change. Le rôle des services de santé, pour moi, il est extrêmement important parce que c'est bien nous qui viendrons les garants, non pas des seuils. Les seuils, c'est pour gagner des points. Nous, on va rester garant de l'altération de la santé des salariés vis-à-vis du travail. Et ça n'a rien à voir avec des seuils. Et donc, je reprends la conclusion du professeur Fantoni. C'est vrai que ce volet de prévention se décline, j'allais dire, en de nouvelles obligations pour l'employeur. OK. Et je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. Il faut pourtant bien constater que le dispositif pénibilité reste davantage tourné vers la compensation dans la mesure où les obligations en matière de prévention comportent majoritairement des seuils d'action qui vont d'emblée en limiter la portée. Et donc derrière, les services de santé dont le rôle ne se limite pas aux seuls facteurs de pénibilité listés par décret constituent un garde-fou pour une prévention de la pénibilité réelle. Je vous remercie pour elle.